Hop, est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, Merci Émilie. Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer. On a les petites 5 minutes de politesse. Je vais nommer Émilie co-hôte, comme ça, si des gens arrivent pendant la réunion, que je suis un peu trop dans la présentation, tu pourras les faire rentrer. pas de souci. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents pour ce webinaire d'introduction aux enjeux d'installation et à la transmission agricole. Donc, c'est un webinaire qui nous a été proposé très sympathiquement par la DRAF, par Benoît et Émilie. C'est un temps que l'on a réfléchi donc pour essayer de faire un point d'actualité sur ces sujets qui sont assez prégnants dans pas mal de PAT et puis auprès de différents acteurs. Donc l'enjeu pour nous, ça va être aujourd'hui, on va avoir une petite heure et demie pour discuter de ce sujet-là, essentiellement grâce à la présentation que va vous faire Benoît Vigreux, donc qui est chargé de mission installation et emploi agricole à la DRAF Grand Est, si je ne dis pas de bêtises. J'ai inséré ses coordonnées pour éventuellement le contacter par la suite. L'idée, c'est effectivement que vous puissiez poser vos questions et vu le nombre de participants, là, on est une petite dizaine, vous puissiez euh, poser les questions dans le chat pour que à la fin de chaque séquence de présentation, ils puissent y répondre. Et puis, à l'issue, c'est la nouveauté que je ne vous avais pas annoncée plus tôt. La DRAF nous propose un temps de présentation aussi de l'action pâte et climat portée par la DRAF et avec l'intervention du cabinet Ceresco. Donc, ce sera un temps aussi, je pense que vous l'aviez pas forcément prévu dans vos agendas, euh, à voir si vous êtes encore disponible à 15h30. Je vous laisse le dire dans le chat, mais ce sera un temps aussi qui sera enregistré en visio. C'était l'idée de vous présenter la démarche et de fluidifier un peu l'info avant l'envoi de questionnaires, euh, notamment au PAT, là, dans les jours et semaines qui viennent. Voilà en quelques mots. Je ne sais pas si, avant de commencer, Émilie, tu souhaitais dire un petit mot aussi de ton côté. Bah non, enfin, j'ai rien à ajouter à part remercier Benoît pour de nous avoir proposé de réaliser ce webinaire puisque c'était à son initiative. Donc merci beaucoup. Je m'associe aussi au remerciement d'Émilie. Alors, Bah, Benoît, écoutez, oui, ouais, ouais, pardon, voilà. Benoît, désolé d'avoir Du coup, je coupé. vais prendre, si tu veux bien, Charles, je vais débuter ma présentation. Donc, effectivement, mon sujet, c'est l'installation, la transmission, le renouvellement des générations à l'échelle des 10 départements du Grand Est. Au niveau de la DRAF, hein, pour rappel, on est structuré en plusieurs services. Économie agricole, dans lequel je suis, euh, le service formation pour les diplômes de l'enseignement agricole, un service statistique et puis un service également alimentation, dans lequel on retrouve la politique nationale de l'alimentation et, euh, et du coup le suivi des PAT. Et puis le service forêt également. Voilà, donc mon sujet est quand même assez au cœur de toutes les préoccupations de la DRAF et c'est assez de manière assez transversale. Je suis en lien avec les services liés à la formation. J'utilise les statistiques issues du SRIS, hein, notre service d'information et statistiques économiques, et je réponds aussi à un appel du pied hein, de la part de l'équipe euh, qui fait le suivi des PAT au niveau de la DRAF. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous et que je vous propose, je remercie les participants d'être présents, d'avoir le temps de se connecter pour, donc on va se tabler sur 1 heure. Je vais essayer d'être assez expéditif dans la présentation de mes diapositives, mais par contre, bien sûr, vous laissez le temps à l'issue de certaines séquences hein, de poser vos questions. Mm. Et puis en fin de séquence également, alors il y a le chat, hein, bien sûr, Ouais.
Et petit ajout, Benoît, comme Benoît avait fait un petit quiz, moi de mon côté, j'ai utilisé l'application que certains connaissent qui s'appelle WooClap. Donc à certains moments, je vous inviterai à ouvrir une fenêtre dans votre navigateur pour répondre un peu à des sondages et aux quiz questions que Benoît voulait vous poser. Voilà. OK. Alors donc, on va se plonger, sans tarder, enfin, sans plus attendre, dans le cœur de notre sujet. Pour mettre en perspective, ce qu'est l'activité agricole que vous connaissez par certains aspects, et sur, ce qui est du renouvellement des générations d'agriculteurs. Donc, en 4 temps, pourquoi on pourrait s'intéresser à l'évolution, du nombre d'exploitants et à l'agriculture d'une manière générale au niveau de vos territoires. Quels sont les besoins des porteurs de projets à l'installation et à la transmission? Quelles, sont les particularités du parcours pour devenir agriculteur ou pour arrêter, et transmettre, l'exploitation? Et puis, quels sont les axes, de travail, de politique, publique agricole pour, œuvrer sur le renouvellement des générations en agriculture? Et quand je parle de politique publique, ben, ma foi, les PAT sont un outil aussi, de ces politiques. Voilà. Heu, du coup, on va commencer par, vous voyez, se plonger dans le sujet en parlant, de la spécificité, de l'activité agricole. Alors selon vous, voilà, quelques mots, quelques, références, en termes de spécificité que vous, évaluez vous, à titre personnel, hein, ou, au niveau de votre, travail, les spécificités de l'activité agricole. Qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle de ça? Alors, on va tester si vous pouvez vous connecter sur un navigateur pour y répondre. Donc, il faut aller sur wooclap.com et vous tapez le code qui est en bleu. Il y a 7 connectés. Je n'ai pas le décompte en tête. On Si était vous êtes. 14. Il y a Voilà, moi. 14 connexions aujourd'hui, enfin à cette heure, donc on est 3 de la draft. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés? Sinon, on passe directement aux Alors questions de spécificité. Ouais. ouais, dans le tour d'horizon, en attendant, qu'il y ait les réponses, du coup, dans le tour d'horizon des personnes connectées, je note la présence, de mon homologue, auprès du conseil régional, Stéphanie Cunin. Je la remercie de s'être connectée, d'être disponible pour suivre. Hem et puis donc ensuite, des parcs, un parc naturel régional, Terre de Liens, Alors, Cheval de Plaine. ouais, est-ce que la question s'affiche pour les personnes en Oui, ligne? N'hésitez pas à moi prendre je le vois. le. Ouais. Oui, Je oui, vois. ça fonctionne bien. Parce que j'avais vu 9 personnes connectées, maintenant que 2. Si jamais l'outil alourdit le truc, on peut le faire à l'oral, hein, mais c'était juste pour avoir une trace écrite de vos réponses. Voilà, donc on part des spécificités, hein, dans mon introduction. Disons, c'est pour, voir, bah, ce qui retient votre attention par rapport au monde agricole. Des spécificités, il y en a de nombreuses, hein, mais Mm, par rapport aux autres, secteurs d'activité, le monde agricole est vraiment à part. ouais. Donc là, l'idée, c'est que vous mettez des mots ou des phrases et vous appuyez sur valider pour qu'elles apparaissent. Quelles sont les spécificités que vous identifiez? Bah, c'est sûr, on commence, une mise en bouche là du sujet avec, une question quand même, de fond, hein. On peut passer, 2 heures de rédaction, voire plus. C'est On peut ça. faire un mémoire d'études dessus. Vous pouvez mettre des mots-clés, hein. Il faudrait Ah, bah remettre le alors lien. attendez. Ouais, non, mais alors je sais ce qui se passe. Il y a plein de réponses, mais elles apparaissent pas sur l'écran. Je les vois sur mon navigateur. Alors désolé. Et bah, tu vas pouvoir les lire. Bah, je vais les lire. Alors attendez juste 10 secondes. Euh, hop. Normalement, oui, ça a dû couper de votre côté et je m'en excuse. Je vais la remettre. Mais
Écoutez, ça doit être de mon côté. Alors, parmi les spécificités, c'est moi qui suis en train de m'en mêler dans la technique. Bon, je sais pas ce qui fait que ça ne marche pas, mais en tout cas, Benoît, je vais te les lire. Oui, Comme alors ça, ce allons-y. sera plus Bah, pour tout simple. le monde, hein, pas forcément que pour moi. Alors, Alors, il y a donc l'aspect pluridisciplinaire et la diversité des activités qui font la spécificité de l'activité agricole, la diminution du nombre d'agriculteurs, le modèle économique qui est fortement basé sur les subventions et les aides publiques, l'aspect pénibilité, plusieurs métiers en un, c'est la diversité aussi, je pense. Une activité souvent exercée à vie, avec à vie entre crochets. Pardon, travail difficile, les aspects juridiques et fiscaux qui sont cités aussi. Le fait que ça repose sur beaucoup de chefs d'exploitation et peu de salariés. Le peu de main-d'œuvre par entreprise agricole, qui est dans cette même idée, et le caractère très prenant de l'activité agricole, euh, oui, voilà, voilà. qui sont D'accord. et la dépendance aux intempéries aussi, qui sont Ah, les éléments ok. qui ressortent. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est que des bonnes réponses, bien sûr. Ce que j'avais identifié dans mon approche, hein, avec mon regard, c'était déjà de considérer que c'est une activité professionnelle qui est très liée à la sphère privée, hein, où on retrouve une activité qui est sur le site de vie personnel, en général, de l'exploitant. Au niveau, finance, il y a parfois des croisements entre la finance privée et puis la finance de l'exploitation, et en termes de patrimoine également. La main-d'œuvre non salariée, alors effectivement, on a tout un profil de statut au sein de l'activité agricole, en dehors du salariat, avec un chef d'exploitation, un conjoint collaborateur, conjoint d'exploitation, euh, un aide familial. Hein, ce sont des statuts qui peuvent, du coup, enfin, qu'on ne retrouve pas ailleurs, enfin, dans d'autres activités. La production est plutôt basée sur du foncier en général, hein, et avec forcément dans l'activité économique, assez souvent une incidence sur l'environnement en termes de qualité de l'eau, utilisation quantitative de l'eau, en termes d'incidence sur le paysage ou sur la biodiversité. Voilà ce qu'on peut en dire. Les activités qui sont soumises, alors ça a été souligné, aux aléas climatiques, mais également aux aléas économiques de marché, fluctuation des cours, notamment lorsque la production dépend des cours mondiaux. Une longueur des cycles de production, c'est-à-dire que à partir du moment où on sème, on met un certain temps avant de récolter et de vendre la production. Du coup, ça demande un besoin, un fonds de roulement élevé. Bon, je parle des graines, mais du coup, pour l'élevage, c'est pareil, hein, puisque un veau, pour devenir vache, bah, il faut quand même 2 ans pour les cycles les plus courts. Et enfin, du coup, enfin, les génisses commencent à être inséminés peut-être à 2 ans, 2, 3 ans. Voilà, donc ça fait un veau à 4 ans. Et donc, pour l'élevage, c'est également une difficulté en bovin. Bien sûr, après, il y a des activités qui ont des cycles plus courts, hein, comme l'élevage avicole. La mobilisation de capitaux en volume élevé, hein, on a des actifs de production qui sont coûteux en général, le matériel, on peut penser à des gros tracteurs, mais c'est pas seulement ça, hein, c'est également les bâtiments, c'est également le foncier, ma foi, et le cheptel, quand il y en a. Du coup, ça induit la nécessité d'avoir des emprunts et du coup, par là même, il y a des annuités qui sont à rembourser. Donc ça pèse sur la rentabilité de l'activité et des ressources qui sont, là, je voulais juste citer cette particularité, enfin, cette notion, disons, c'est pas forcément une spécificité, mais à partir du moment où l'activité a généré des ressources, aller au stade de l'EBE, hein, après le chiffre d'affaires et la soustraction de l'ensemble des charges, on a du
coup une répartition de cette valeur qui se fait soit pour rembourser les annuités, donc ça c'est quasi instantané, je dirais. C'est aussi pour décider de nouveaux investissements, pour faire vivre et développer l'entreprise. Et ce qui va rester, ça va être le revenu de l'entrepreneur. Voilà, donc on trouve à travers ce crible, enfin si on veut regarder la situation de l'agriculture à travers sa capacité à générer du revenu, ben, on trouve des diversités de situations en fonction des stratégies qui sont mises en place, pas uniquement en termes de production pour le coup, mais en termes d'investissement. Voilà. Bon, voilà, j'ai tenu quand même à développer ce point-là. Bon, maintenant peut-être une question un peu moins technique. Pour prendre également un peu de hauteur, mais là concernant les enjeux, pourquoi par exemple sur vos territoires, vous auriez besoin de vous intéresser au renouvellement des chefs d'exploitation dans les exploitations agricoles? Et Donc donc pour là, vous on oui, retourne sur la plateforme. Ah voilà, là ça fonctionne. ouais, très bien, il y a beaucoup de réponses. Donc clairement. Tu souhaites les commenter ou les lire, Benoît? Oui, je vais les lire au fur et à mesure là du coup, tels que je les vois sur mon écran. Donc le maintien d'une agriculture oups. Ou pardon, c'est moi qui ai cliqué encore, je fais des bêtises. Voilà, c'est bon, excuse-moi. Alors OK. Le maintien d'une agriculture à taille humaine et viable, donc ça c'est le modèle d'agriculture qui est souhaité sur les territoires, en termes de dimension. Éviter l'agrandissement, donc c'est en lien avec le fait, qu'on veut plus de monde sur les exploitations, sur, le territoire en tant que chef d'exploitation. Les risques de concentration, on se retrouve sur la même thématique. Des formations nouvelles techniques, des formations aux nouvelles techniques, effectivement, faire, évoluer la pratique agricole. C'est ça peut être un enjeu pour les décideurs au niveau territorial. On a des départs importants et besoin de diversification. OK, on se retrouve un peu sur, thématique, où il faut du monde dans les territoires et qu'ils sachent, faire, diverses choses. Des exploitations à transmettre, effectivement, ça peut être un frein, à la reprise, de structures par des nouveaux qui n'auraient pas les capacités financières suffisantes, d'où, l'intérêt d'intervenir en tant que pouvoir public ou acteurs, locaux, en capacité de financer. Pérenniser, les filières, effectivement, il ne s'agit pas de laisser tomber, ce qui fait la richesse d'un territoire. Autonomie du territoire, donc là, on est en lien avec la question territoriale, heu et sa capacité, du coup, autonomie alimentaire, par exemple, sa capacité à donner à nourrir les habitants d'un territoire. Tissu social dans les territoires, effectivement, le fait d'avoir des exploitants, donc c'est, une activité rurale, hein, quand même, heu, avec, si possible une famille et des enfants, donc ça peut dynamiser quand même des communes qui sont à la recherche d'une population qui est en capacité de vivre, de ce qui peut être produit sur son territoire. La diminution continue du nombre d'emplois agricoles depuis des décennies, effectivement, c'est un enjeu en termes d'emploi, d'une manière générale à l'échelle de la France, mais dans chaque territoire également. Une population vieillissante, du coup, il faut anticiper, les départs qui sont annoncés. Assurer une production, heu, oui, bien sûr, hein, pas qu'il y ait, des terres, se retrouvent sans usage. Il y a toujours un usage, vous allez me dire, hein, le retour à la nature est un usage en tant que tel, mais à de manière à ce que la production puisse, servir
à la population locale et un âge moyen élevé, ça on avait Mmh. vu. C'est bon, merci beaucoup, hein, d'avoir noté tout cela. Effectivement, là, c'est une entrée en matière, hein, pour, dire pourquoi, il est utile pour, un acteur, de territoire de s'impliquer dans cette question agricole. Alors, du coup, maintenant, on va rentrer vraiment, dans ce qui est, la partie démographie. Alors, on va faire un temps, sur des chiffres, hein, bon, voilà, c'est aussi utile, hein, d'avoir quelques références, heu, en tête, hein, sur, comment évolue, le monde agricole en termes de démographie. Ensuite, comme on l'a dit, on verra un peu plus, les stratégies qui sont mises en place. Alors, on va rejouer, si vous le voulez bien, avec oui, alors là, il y a des propositions, hein, donc les questions, c'est combien d'exploitations alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la démographie, on s'intéresse aux individus. En général, quand on parle du monde agricole, on parle des exploitations et en fait, dans une exploitation il peut y avoir jusqu'à 10 chefs d'exploitation dans un GREC, par exemple, heu et les exploitations peuvent se scinder. À partir d'une, on peut en avoir 2 et à l'inverse, à partir de 2, s'ils se regroupent, on peut en avoir qu'une seule, mais à l'intérieur, il peut y avoir il peut ne pas y avoir de diminution, d'actifs agricoles. Donc, moi ce que mon regard finalement, c'est pas l'exploitation, même si la question du moment c'est cela, mais mon regard c'est plutôt le nombre de chefs d'exploitation, éventuellement salariés, heu, comment ça évolue et comment agir pour les maintenir le niveau. Donc la question posée, combien d'exploitations agricoles en Grand Est? Alors les votes sont ouverts, mais il y a personne qui a voté? Ouais et je pense qu'il y a encore un petit bug de mon côté, mais hésitez pas à voter. Je Alors, mettrai la réponse correcte après. donc on propose 28 300, 41 000 Ou ou 120 000 120 000 en termes d'exploitation agricole. et selon le SRI. Oui, voilà, selon le SRIF. Alors ça va nous appeler à essayer de définir un peu, Ah voilà, plus les choses. je crois qu'il y a eu 9 personnes qui ont répondu. Bien. Alors voilà, je pense qu'elle s'affiche à l'écran et la bonne réponse, Benoît, du coup, c'était Eh bien, c'est la valeur médiane là, 41 000. 41 000 exploitations, selon le SRI. Et par contre, la MSA, si vous demandez à la MSA, elle va vous dire 28 300. C'est drôle, non? ouais, Heu, c'est-à-dire qu'en fonction du prisme que l'on a, et voilà, il y a 2 regards. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, hein, il faut pas bien regarder les sources. La MSA, elle va, vous donner des chiffres relatifs à un chef d'exploitation qui est assujetti à la MSA en tant au titre de la caisse, d'assurance maladie et donc il cotise spécifiquement avec, heu, u une, une cotisation pour l'accident du travail et la maladie. Heu, Par contre, il y a des personnes qui ont des activités agricoles, qui font de la production, mais qui ont une taille pas suffisante, hein, ils n'ont pas atteint la taille critique et du coup, ils sont classés comme cotisants solidaires. Ils ne sont pas reconnus comme chefs d'exploitation. Et le SRIZ, dans son enquête de 2020, a l'habitude de regarder toute exploitation qui a au moins 1 hectare ou au moins une vache. Voilà, donc forcément, ça fait beaucoup plus de monde. La MSA, elle, c'est plutôt aux alentours de 17, entre 15, on va dire entre 15 et 20 hectares de prés ou de culture pour être classé comme chef d'exploitation. Voilà le pourquoi et alors, l'autre chiffre, hein, 120 000, en fait, c'était 120 000 exploitations, pardon, en 1970. Donc là, ça remonte, hein, mais ça montre, heu, quand même la, heu, l'érosion forte qu'il y a pu y avoir. Alors combien de chefs d'exploitation agricole? Cette fois-ci, on va oui, se pardon. baser oui, on va regarder, le sujet sous l'angle, des actifs, enfin des personnes qui agissent sur les exploitations. Bam, on a une réponse. Ça fait tout de suite 100.
vous laisse répondre. Ouais. Sur la question précédente, quand même, tout le monde avait raison, du coup, en fonction de si c'était pour le cerise ou la MSA. Oui, voilà, hein, ça veut bien dire qu'il y a des chiffres qui sont connus, mais il faut juste, vérifier les sources, enfin, savoir d'où provient le chiffre. Écoute, ça bouge plus trop, je pense qu'on peut dire la bonne réponse sur les chefs Ouais, bah, du d'exploitation. coup, je te laisse. Alors, par rapport aux cerises, hein, c'est ça que tu as utilisé toi C'est comme ça. données? Et alors, non, bah, alors attends, est-ce que j'ai coché une mauvaise case? C'est bien 51 800? Heu, Chef d'exploitation? alors c'est bien la question. Hem, 51 800, oui, effectivement, personnes physiques, D'accord. d'après le SRI, d'après donc le recensement général agricole. Enfin, il n'est pas général, recensement agricole de 2020. On est sur 51 000 actifs, chefs d'exploitation en qui conduisent une exploitation, qui n'ont pas en fait, qui sont pas nécessairement tous, assujettis à la MSA, hein, parce que quand on demande à la MSA, et ben, en fait, le chiffre c'est 35 600. Voilà, le 1er. Voilà. Donc bravo à la personne qui a eu la bonne réponse, sur cette question. Voilà, c'est le cerise, on a un regard beaucoup plus large. Mais quand on regarde, l'activité professionnelle majeure, principale, effectivement, on en est à 35 600, en Grand Est, Mmh. en tenant compte de l'activité, viticole aussi, hein, l'activité viticole qui emploie quand même, beaucoup de main-d'œuvre et qui fait des petites exploitations donc Mmh. hop, voilà. Et Du alors coup et oui, alors là, je coupe finir? Benoît 2 secondes. Comme, il y avait un petit souci pour faire, la dernière question, moi je l'ai, donc sur la question un peu de démographie, je vous propose de remplacer, cette phrase à trous par 2 chiffres, heu, sur le nombre de nouveaux chefs d'exploitation chaque année et ceux qui partent en retraite tous les ans sur les 10 prochaines années, si je dis pas de bêtises. Et donc il y a le choix entre 1100 et 1900. Oui, alors ta question, elle est quand même super technique, hein. C'est vrai? Ouais, je trouve, mais c'est bien, c'est un nouveau mode, c'est un nouveau mode d'exercice, c'est pas mal, c'est intéressant. Bah, elle est peut-être un peu courte et un peu technique, mais moi de mon côté, c'est vrai que vous aurez la question d'origine, hein, dans le slide, mais c'était Oui, le fait qu'il y a effectivement, 1100 nouveaux chefs d'exploitation chaque année en Grand Est, si je dis pas de bêtises. environ, hein, on peut dire En environ parce que d'une année à environ. l'autre, il y a 100, c'est plus ou moins 100 quoi, hein, en termes de il y a 10 quoi de fluctuation d'une année à l'autre. Et Alors la effect baisse qui est prévue, c'est, 1900 par an également. alors c'est pas tout à fait une baisse. En parallèle, donc Mmh, 50 des exploitants partiront en retraite dans un pas de temps de 10 ans. Alors ça, on va avoir la pyramide des âges si j'ai laissé le diapo là. Mais, de toute façon, ouais, quand on s aujourd'hui, si on se place à aujourd'hui, effectivement, dans 10 ans, on sait qu'il y a à peu près, 50 des chefs d'exploitation qui seront en âge de quitter leur activité. Bon, ils vont pas tous le faire, au même moment, dans leur, carrière ou dans le au niveau de leur âge, mais, voilà, en gros, c'est le volume. La baisse par contre, attention, tu es sévère toi. oui, Tu as dit en moins, 1900 en moins. Non, c'est pas tout à fait, c'est 1900 qui partent, mais qui sont remplacés par 1100. Donc, ce qu'il y a oui, en moins chaque année, c'est, la différence entre ces 2 chiffres, tout à fait, oui, oui. hein. Donc là, ça fait, 800 de différence. Heu, Ça pareil, ça fluctue, hein, en fonction des années. Entre 2022 et 2020, entre 2021 et 2022, il y a 600 en fait, chefs d'exploitation qu'on n'a pas qui qui ont disparu du paysage. Voilà. Donc, bon, on va dire, bon an mal an 600, 700 en fonction des années. OK, donc voilà. Merci, d'avoir, contribué à cette présentation.
hein, en répondant aux questions. Donc la démographie agricole, effectivement, bon, aujourd'hui, on a des chiffres de 2020 issus du recensement. 63 000 actifs, donc là, on a les conjoints collaborateurs, les aides familiaux, et on trouve les salariés, des salariés temporaires ou des salariés permanents, hein, les saisonniers ou les permanents. Et dans tout ça, on a 37 300 chefs d'exploitation en valeur de TP, en équivalent temps plein. Hein, parce que là, du coup, c'est pareil, hein, faut voir, enfin, tout dépend de ce qu'on veut observer. Donc c'est pour ça que vous avez autant de chiffres que d'unités, hein, à mettre derrière le chiffre. Alors, environ 1000 à 1200 au départ, donc voilà, 1100 en moyenne. Non, Arrivé, tu veux dire? arrivés, Excuse. autant pour moi. 1100 arrivés nouveaux, hein, par an en Grand Est. En général, on s'intéresse à ceux qui sont en capacité de bénéficier des aides à l'installation et ça concerne les personnes qui ont moins de 41 ans. Du coup, donc qui ont au plus 40 ans, voilà, le niveau 40 ans qui apparaît là, et ça concerne 7 personnes sur 10, hein, et parmi ces 7 personnes sur 10, on a la moitié, voire un peu plus de la moitié qui obtiennent concrètement les aides chaque année. Cette année 2023, par exemple, on a eu quand même 500 bénéficiaires des aides à l'installation octroyées par le conseil régional. Donc voilà, c'est 500 sur 1100. Bon, on est quand même à un niveau plus important que ce qui est mentionné sur cette ligne, mais voilà. Donc, globalement, on a des fluctuations. Bon, je passe rapidement quand même. Hein, pardon, jusqu'à maintenant, j'étais un peu long. Alors, un point important quand même à souligner, naturellement, c'est la présence féminine dans l'activité agricole. Hein, donc, les femmes qui représentent 40% des personnes installées, on les retrouve majoritairement en viticulture, mais elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité, même en élevage bovin. Et par contre, la proportion est plus faible parmi les personnes qui s'installent à moins de 41 ans. Alors pourquoi, hein? C'est notamment du fait de la reprise entre conjoints en fin de carrière. Le mari, en général, c'est lui qui portait l'exploitation, et ben, il transmet la structure en responsabilité à son épouse qui était jusqu'alors chef d'exploitation, qui était jusqu'alors conjointe, collaboratrice, et qui devient alors chef d'exploitation. Et après, donc effectivement, ben, voilà, on a donné les chiffres, hein, tout à l'heure. Alors, je fais une référence à une notion là sur la dernière ligne. 1600 déclarations d'intention de cessation d'activité transmises en 2021, c'est-à-dire des chefs d'exploitation qui sont à 5 ans de l'âge légal pour bénéficier de la retraite. C'est un questionnaire, en fait, cette déclaration d'intention, pour savoir s'il existe un repreneur déjà identifié sur la ferme et si l'enquêté répond qu'il n'a pas connaissance de repreneur potentiel, eh bien, il peut bénéficier, enfin, la chambre d'agriculture peut reprendre contact avec lui pour lui proposer un soutien. Voilà, passons à la pyramide des âges pour vous montrer effectivement un pic assez décentré vers la fin de carrière. Donc c'était en 2019, hein, voilà, cette pyramide, et on retrouve plus de 50 de la population après 50 ans. Voilà. 55 de la population qui ont plus de 50 ans. En général, c'est plutôt en bovin mixte, c'est-à-dire les viandes, et en grande culture, où on retrouve une proportion importante de chefs d'exploitation de plus de 50 ans. On a constaté qu'entre départements, il n'y a pas vraiment de différence. Puis c'est essentiellement des hommes, hein, qui sont concernés. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc, bah oui, le remplacement, enfin voilà, pour l'activité d'accompagnement au renouvellement, il y a du travail. Si on veut regarder un peu la composition, hein, par département et par classe d'âge après 55 ans, donc on voit qu'on retrouve quand même des personnes qui sont âgées de plus de 70 ans et qui sont toujours titulaires de leur exploitation.
Donc là aussi, on voit qu'il y a du travail à mener. Voilà, je vous laisse passer. Et en ce qui concerne le flux, ce qui est intéressant en fait, flux entrée-sortie, savoir combien s'installent et combien sont partis. Donc autant on voit bien, on sait qui est arrivé, autant c'est plus difficile en fait d'identifier ceux qui sont partis d'une année à l'autre. Pour l'instant, on n'a pas d'enquête annuelle à ce propos. Et du coup, voilà, c'est estimatif, de l'ordre de 1900, c'est ce que tu as arrondi comme chiffre, mais 1854 départs estimés entre 2021 et 2022. Mais c'est estimé, ça reste estimé, donc voilà, attention, c'est peut-être pas tout à fait ce chiffre-là. Voilà. Oui, je passe sur la question de la main-d'œuvre. Donc, notre analyse de la situation d'emploi, l'emploi en termes sur vos territoires. Là, je suis à l'échelle des départements, mais sachez que le SRIS, le service statistique de la DRAF, peut mettre à votre disposition des chiffres sur des territoires plus petits, du niveau de l'EPCI par exemple, ça ne posera pas de problème. Et vous avez dans la suite du diaporama un lien internet vers le site de la DRAF pour récupérer des territoires qui peuvent vous intéresser en termes de descriptif du paysage agricole. Voilà. Alors, pour la main-d'œuvre, c'est juste pour souligner les valeurs connues, issues donc du recensement agricole 2020, avec le nombre de chefs d'exploitation, la main-d'œuvre permanente, la main-d'œuvre non salariée, mais non chef d'exploitation, et puis la main-d'œuvre saisonnière. Bon, voilà, c'est pour vous donner une idée en fait des chiffres que ça recouvre. Donc, bien sûr, les départements viticoles ont plus d'actifs agricoles sur leur territoire. Voilà ce qu'on peut en dire. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est bien de vérifier d'un recensement à l'autre, donc de 2010 à 2020, quelle a été la dynamique en termes d'évolution démographique, à la fois pour les chefs d'exploitation, pour la main-d'œuvre familiale et pour les salariés, puisqu'on peut se dire, s'il y a des chefs d'exploitation qui prennent leur retraite sans être remplacés, peut-être que on a une augmentation des salariés sur les exploitations qui ont repris la structure en s'agrandissant. Et ben finalement pas vraiment, quoi. Voilà, donc on est dans le rouge, si on peut considérer qu'on a un chiffre négatif, on est dans le rouge. Là, on est dans le rouge partout, à l'échelle du Grand Est. Il y a juste 3-4 départements qui peuvent se distinguer en ce qui concerne l'approche salariée ou la main-d'œuvre permanente familiale. Et je profite juste, n'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat, voilà, à les poser ou à ouvrir Donc le micro. j'en ai terminé pour la partie concernant les chiffres. Je ne voulais pas trop vous assommer avec ça. Et donc, encore une fois, si vous avez besoin de données à l'échelle de vos territoires, alors pas forcément à l'échelle d'une commune, parce qu'il y aura du secret statistique, mais donc le SRIS est à votre écoute pour vous procurer des données. Donc la DRAF, si vous écrivez. Voilà, alors, oui, tu as raison, Charles, de poser la question, est-ce qu'il y aurait des questions déjà sur de compréhension? Peut-être que j'ai pas été suffisamment clair sur ce qui est la démographie. Moi, j'ai trouvé que c'était clair, mais il y avait une question qu'on n'a peut-être pas traitée de Valentine, qui demandait si les chiffres de la MSA excluaient les doubles actifs. Non, non, les doubles actifs, c'est en fonction du statut qu'ils demandent. Alors les doubles actifs, c'est un peu compliqué en vrai, Ça va dépendre, déjà avant leur démarrage d'activité agricole, s'ils ont eu, une activité salariée ou, entrepreneur, ils ont été couverts par heu, une caisse sociale et ils ont le choix en fait, de conserver cette caisse ou de passer auprès de la MSA. Donc là déjà les doubles actifs, ils peuvent ne pas être dans nos chiffres de la MSA, effectivement.
Et puis ensuite, ça va dépendre de leur choix, donc, je disais. Et je ne sais pas s'il n'y a pas aussi une proportion, en fait, de revenus tirés de l'agriculture qui les amène à être exclus du régime agricole. Mmh. Ça, mais en tout cas, ma première partie de réponse, elle est valable. Ce qui peut expliquer qu'ils sont pas exclus, c'est pas qu'ils sont exclus, c'est que voilà, c'est une question d'histoire de leur parcours professionnel. Merci Benoît. Alors une dernière question. Ah, bien noté. Voilà. Merci Valentine. OK. Alors, Donc, bon, l'objet de mon intervention auprès de vous, c'était pas pour vous donner des chiffres. Je pense que vous en avez connaissance d'une manière générale de cet aspect crucial de chercher à compenser les départs par des nouveaux arrivants sur vos territoires pour qu'ils mènent une activité agricole productive en faveur de vos populations. Par contre, ce qui peut être intéressant que je vous expose, ce sont toutes les démarches qui existent aujourd'hui pour aider à aboutir dans un projet, que ce soit un projet d'arrêt d'activité en faveur d'une installation et bien sûr, comment aider un nouvel actif à devenir chef d'exploitation sur vos territoires. Donc, je vous propose en fait de partir des besoins que l'on connaît des porteurs de projets. Alors, je ne suis pas exhaustif dans mon approche, c'est par expérience que j'ai fait ces diapositives. Du coup, bon, il y a aussi eu des études sur lesquelles j'ai pompé un peu, non, je me suis inspiré, voilà. Mais en gros, la première question, c'est de quoi a besoin le porteur de projet quand il se présente à vous? Est-ce qu'il lui faut un logement? Est-ce qu'il lui faut des contacts, des références, un soutien financier, des terres, un accès à un débouché? Bon, voilà. Mais voilà, nous à notre échelle, si vous voulez, en 3 points, je tenais à enfin, non, il y en a 5, je crois. Je tenais à vous présenter déjà, pour un porteur de projet à l'installation, de quoi il a besoin et puis après, concernant, la phase d'arrêt d'activité, pour un porteur de projet qui va transmettre. Donc dans un premier temps, il faut, qu'il ait une bonne idée de ce à quoi il va s'engager en termes de profil, d'activité professionnelle, il doit faire son plan de carrière d'une certaine façon et savoir si, le métier agricole, le métier d'agriculteur ou de viticulteur, correspond à ses ambitions, à son souhait, à ce qu'il, a envie de faire. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait, à l'aise avec, le monde agricole parce qu'ils sont non issus du milieu agricole, qui n'ont pas de famille dans le domaine ou qui se sont éloignés, ils sont de famille agricole, mais ils sont éloignés de l'activité agricole, ils ne veulent pas forcément faire comme les parents. Donc voilà, il y a des personnes, des enfants d'agriculteurs qui font des carrières, hors du domaine agricole et puis après qui reviennent, voilà, à l'occasion bah, de voilà, dérouler de leur vie, vers, l'activité agricole. Alors, donc on a une phase d'émergence. C'est, donc pour, de manière à confirmer, l'envie et l'idée que se fait, le porteur de projet avant qu'il s'installe, avant qu'il soit peut-être déçu, finalement de l'activité agricole. Donc dans un premier temps, il doit se tester. On propose, qu'il puisse se tester dans les conditions réelles auprès d'une ferme, donc faire des stages de découverte et faire des stages d'immersion. Donc là, c'est en lien, par exemple, avec Pôle emploi, si la personne en question a eu un parcours professionnel avant. Et puis, il s'agit aussi d'orienter, le porteur de projet, il a besoin de s'orienter vers les différents domaines qui peuvent l'attirer, de savoir, comment faire ses choix. Heu et puis, il a besoin aussi d'accéder à du conseil, heu, concernant, le monde agricole et le fonctionnement de ce monde agricole, pas qu'il soit, surpris, de certaines réactions et qu'il connaisse bien les institutions. Et puis aussi, il a besoin de conseils pour construire son projet et enfin, éventuellement, enfin, en termes généraux, la formation, voilà, tout au long de la vie est nécessaire, mais surtout quand on veut se réorienter professionnellement et débuter une nouvelle activité. Voilà, donc ça, c'est la phase d'émergence et c'est un point qui me paraît essentiel, parce qu'aujourd'hui, assez peu, heu,
assez peu suivi en termes de politique publique, et vous verrez qu'il y a une réorientation de notre approche de l'État, et des régions sur ce sujet. Alors, concernant l'installation pour construire un projet, donc on a déjà eu une idée et puis on se dit: «Ouais, bah, OK, c'est bon, feu vert, je vais me former», voilà. Et après, eh bien, comment je vais construire mon projet? Ça, c'est du coup un deuxième point où le porteur de projet, eh bien, il a besoin d'aller, heu constituer concrètement son projet sur le papier, et donc dans un premier temps, bah, peut-être faire un autodiagnostic de l'état de son projet et de ce que son projet nécessite comme compétences. Se faire un plan de formation complémentaire et puis, identifier les structures partenaires et aller au-devant de ces structures partenaires pour, accompagner concrètement et baliser Sûrement bonjour. la démarche. Baliser la démarche d'installation, à mon avis, c'est là aussi un point important pour que lorsque, le porteur de projet se décide à passer au point 3, c'est-à-dire à réaliser son projet, eh bien, il n'est pas enfin, il sache vers qui s'orienter pour accéder au financement, ça c'est un besoin de porteur de projet. Accéder à du foncier, être en contact, avec un cédant puisque naturellement, bah, il faut quand même, heu, en général, on est sur des reprises d'exploitation existantes. Certains porteurs de projets, créent ex nihilo, leur propre, site d'exploitation. Ça se voit également, bien sûr. Mais, voilà, donc quand il y a un cédant, c'est donc parce qu'on parle de reprise des exploitations existantes. Voilà, donc il faut connaître, enfin le besoin du porteur de projet, c'est de pouvoir identifier les offres, de ce qui est disponible sur le terrain ou ce qui est disponible sur le type d'activité qu'il souhaite mener. Et puis, se tester aussi, il a besoin voilà, d'aller dans les conditions réelles à nouveau. Hem, mais là, du coup, sur une exploitation qui va, après s'être formé, après s'être intéressé à une orientation professionnelle, enfin une production bien spécifique et un mode de production aussi peut-être, et bien du coup, il part en stage de parrainage ou bien, éventuellement, il peut aussi, recourir à un espace test. Voilà, bah, du coup, oui, avec 3 points pour ce cas de figure, de l'installation, et maintenant on peut passer sur les besoins du porteur de projet à la transmission. Donc ce le en une personne qui a fait sa carrière, qui a mis tout son cœur à développer une exploitation, bah, au moment où il faut qu'il pense à la transmettre, heu, il a besoin, d'être écouté, sur ce qu'il a réellement envie à titre personnel, de manière intime. Heu, En termes de quantification de ses besoins financiers également, il a besoin de savoir, sur quoi il peut compter une fois qu'il aura arrêté, son activité professionnelle. Heu, il a peut-être aussi besoin, on peut rajouter, de se projeter sur, ce qu'il va faire, par la suite. Et il peut reprendre une autre activité professionnelle naturellement, rien ne l'interdit. Connaître son potentiel sur sa ferme actuelle, c'est-à-dire évaluer la valeur de la transmission sur le plan économique, sur le plan patrimonial ou bien, en croisant les 2. Ab Arbitrer également, au regard de ses objectifs personnels sur la valeur qu'il va demander à un futur repreneur, déjà se faire une idée finalement, de ce que comment il peut négocier sa ferme. Il a besoin, également d'identifier, tous les chemins possibles. Alors, c'est vrai que quand on s'y prend très tôt pour ce type de de projet de transmission de l'entreprise, et bien, plus on s'y prend tôt, plus il y a des possibilités, disponibles, et au fur et à mesure de la réflexion, eh bien, les voilà, par choix, le futur cédant, bah, va cheminer, mais en en décidant par lui-même, et moins il s'y prend tôt, plus, l'échéance, est proche, bien moins il aura de possibilités. Il subira plutôt que de choisir. Donc, l'important, c'est effectivement, de de réaliser une réflexion très en amont, de manière anticipée, et on parle en général
partir de 55 ans. C'est pas mal de commencer à y réfléchir, même si le départ à la retraite est prévu pour 65 ans. Alors, donc de quoi il a besoin sur les chemins? C'est déjà être informé de toutes les étapes qu'il aura à franchir. Hein, c'est un peu comme une course sans obstacle. Il y a des paliers, hein, des fois, bon, les ordres de ces différents paliers, sont peut-être, inversés d'un projet à l'autre, mais on a, en tous les cas, des successions, d'étapes qui doivent être passées et qui vont, avoir une incidence sur la suite des événements. Heu, le porteur de projet à la transmission doit également être alerté et prendre note, hein, de toutes les difficultés et les écueils qu'il pourrait, rencontrer sur son parcours pour, éviter, de tomber dans le piège, quoi, hein. Alors c de Il faut, faire en sorte naturellement que les projets se passent bien. Hem, Moi je me place, d'un du point de vue d'un accompagnant, mais pour le porteur de projet, pour l'exploitant lui-même, il s'aide qu'une fois donc vaut mieux qu'il soit bien alerté en amont plutôt que, de se retrouver bloqué, par ignorance d'un problème qu'il aurait pu identifier, si s'était, suffisamment entouré de conseillers par exemple, ou bien s'il avait réfléchi suffisamment tôt. Et le troisième point, identifier les partenaires qui peuvent être sollicités, donc voilà, les accompagnants qui peuvent, donner du conseil et essayer d'anticiper au mieux et d'alerter sur les difficultés, potentielles. Et puis une fois que tout ça s'est passé, l'agriculteur, il va tracer son chemin parce que c'est bien de manière, propre et volontaire, je l'ai dit tout à l'heure, de manière intime que, le porteur de projet, le chef d'exploitation va décider lui-même de ce qu'il veut faire de sa structure. Nous, naturellement, le pouvoir public, nous avons envie qu'à la suite d'une personne qui arrête, il y ait un nouveau qui arrive sur le pays dans le paysage et qui prenne le relais. Mais c'est pas forcément la volonté, de l'agriculteur en place. Auquel cas, on aura beau faire, malheureusement, la ferme pourra partir à l'agrandissement plutôt que de faire une installation. Mmh. Donc il va tracer son chemin, l'agriculteur. Heu, Là, j'écris dans la perspective d'une transmission pour l'installation, naturellement. Donc il faut qu'il soit mis en relation avec des candidats à la reprise. Mais effectivement, le candidat à la reprise, ça peut être le voisin qui est déjà en place et qui a envie de s'agrandir. Et puis, naturellement, pour être serein, l'agriculteur, il faut qu'il se soit projeté dans sa vie d'après, hein, qu'il ait, déjà, fait son plan retraite, qu'il ait déjà défini les différentes activités qu'il va avoir après, heu, après peut-être, 30-40 années à conduire une exploitation agricole, heu, à être, actif, du matin au soir et 7 jours sur 7. Là, des fois, c'est un vrai drame pour les personnes qui arrêtent de ne pas savoir comment s'occuper. Voilà, donc s'il y a quelque chose à retenir là-dessus, finalement, c'est plutôt une approche psychosociale, un accompagnement psychologique, un soutien, moral, heu qui est important, autant que l'approche économique ou technique. Heu, voilà, voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions autour de ça? Par Parce que rapport à mmh. des expériences déjà, des choses que vous avez pu, heu, voir sur le terrain, ce que vous avez vécu? Valentine dit que c'est très clair et qu'il y a pas de questions de son côté. Ouais, c'est cool, merci Valentine. Mmh Mais, mh. j'aimerais bien des questions. Après peut-être que ça viendra, Ouais, parce voilà, que là tu as évoqué donc les besoins et puis en termes ensuite, d'échange. il y a les acteurs qui œuvrent Voilà. là-dessus. C'est peut-être là-dessus que Oui, ça fera voilà, réagir. exactement. Du coup, oui, bien sûr, bon, ce serait bien d'avoir des échanges, entre vous peut-être aussi, des échanges d'expériences. Là, il est 15 heures. J'ai jusqu'à 15h30, donc une petite demi heure encore, c'est ça? C'est ça, si tu veux, voilà, une petite demi-heure, ça peut être, un peu moins si tu veux qu'on entame, Mmh, on essaye d'amorcer des échanges si ça évoque des choses, mais voilà, c'est d'accord.
Bon, je poursuis donc sur les particularités du parcours. Donc en 3 temps, pour citer les acteurs, pour parler du pacte et loi d'orientation, et puis le parcours plutôt et l'accompagnement institutionnel. Alors au niveau des acteurs de l'installation, voilà, il y en a toute une myriade. Naturellement, la chambre d'agriculture est tout à fait indiquée en tant que chambre consulaire pour s'occuper des chefs d'exploitation et de leur avenir. Il y a, donc l'État, oui, bien sûr, il faut quand même que je cite, quand même des acteurs incontournables, mais que vous connaissez naturellement, hein, donc le conseil régional, hem, qui intervient pour, soutenir financièrement et politiquement aussi, heu, les filières, soutenir les agriculteurs dans leur activité et dans le renouvellement des générations, et puis les services déconcentrés de l'État à 2 échelles. Au niveau départemental avec les DDT, direction départementale des territoires, et puis la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Voilà, et ensuite, le réseau des chambres d'agriculture, hein, comme je vous le disais, en tant que chambre consulaire, et qui a aussi une mission de service public sur l'installation. Les syndicats, en parlant notamment du syndicat Jeunes Agriculteurs, qui a dans ses statuts le souhait de soutenir la question de l'installation, notamment les installations aidées. Alors souvent cadre familial, hein, je le dis clairement, mais de plus en plus, naturellement, la partie hors cadre familial heu, fait son entrée dans les i dans la façon d'approcher la question du renouvellement, heu et il y a beaucoup de départements aujourd'hui qui n'hésitent pas à mettre en avant les qualités, hors cadre familial des nouveaux installés pour, indiquer que c'est, une façon incontournable, de renouveler les générations que d'accueillir un nouveau public qui n'est pas aujourd'hui agriculteur, qui n'est pas aujourd'hui du monde agricole. Les établissements de formation publics, bon ça vous connaissez peut-être les lycées agricoles, hein, tout simplement pour les dire, les CFPPA, mais également privés avec, les maisons familiales et rurales en Grand Est et l'ALPA, issu du centre de formation, de du réseau chambre d'agriculture. Le réseau des centres de gestion, bah, forcément, hein, une activité économique, qui génère parfois des chiffres d'affaires, supérieurs aux millions d'euros, heu, et ben, ils sont appelés à suivre les exploitations agricoles. Alors certains exploitants qui font, des petits chiffres d'affaires, ne enfin, gèrent leur comptabilité par eux-mêmes, mais c'est quand même, assez lourd à faire, hein, que ce soit correctement fait, et du coup, très souvent, c'est les centres de gestion qui sont utilisés comme, appui. Donc on a le CER, Centre d'économie rurale, dans chaque département, et puis d'autres centres de gestion qui sont présents aussi. La MSA, alors juste pour votre information au niveau MSA, d'accord, au niveau des MSA, donc juste pour dire qu'il y a 4 caisses locales de MSA en Grand Est, hein, donc voilà, quand on parle de la MSA, bon, il faut voir dans quel territoire on se trouve, et puis voilà, les acteurs ne sont pas, enfin, il y a pas de coordination régionale aujourd'hui, à proprement parler. Donc sur cette ligne-là, on parle des filières, hein, toutes filières confondues, bien sûr, dans mon idée. La SAFER en tant qu'organisme, pour, s'occuper du foncier, de la gestion foncière. Les centres de gestion, alors quels sont leurs rôles? Bah, concrètement, c'est d'établir les comptabilités, faire les bilans, de gestion, et puis, faire des études prévisionnelles économiques également. Après, voilà, moi de ce que je vois pour le domaine agricole. Le centre de gestion, le CER, il peut aussi s'occuper d'autres activités, non agricoles du milieu rural. Et et par Oui. exemple, enfin, en parlant de comptabilité, c'est que, par exemple, dans le cadre d'une transmission, d'un départ à la retraite, c'est eux aussi qui font une partie de l'administratif ou? Oui, exactement, Oui, oui, OK. pardon, tu as raison. Mmh, Donc, mmh, on peut détailler le rôle du centre de gestion en l'étendant à toutes les prestations juridiques aussi, mmh. qui peuvent, avoir lieu sur l'exploitation, notamment quand il y a une société agricole qui qui est en place. Donc, la rédaction des actes de transfert de parts sociales, par exemple, ou d'évaluation
la valeur de la part sociale. Voilà, et ensuite on retrouve des acteurs un petit peu alternatifs à la réflexion productiviste du monde agricole, avec Terre de Liens pour la question foncière et la gestion de projets plutôt axés sur la production agrobiologiste et en lien avec les territoires, et qui, avec une foncière, permet d'acquérir du foncier et de le mettre ensuite à disposition d'agriculteurs, ce qui retire une pression liée à la question de l'accès, enfin de l'achat de foncier, et puis aussi en termes de durée, dans la durée de vie de l'exploitation, c'est une, une tranquillité d'avoir ce type de propriétaire qui ne viendra pas vendre le foncier en cours d'activité. Voilà. Donc, bref, juste pour dire que ça restera en location. L'ARDEAR, de son côté, c'est une association régionale de développement de l'emploi agricole et en milieu rural, qui prône, qui s'intéresse plutôt à l'agriculture paysanne à échelle humaine. Et puis le syndicat Bio en Grand Est, qui de son côté, comme son nom l'indique, va plutôt s'intéresser aux exploitants qui ont une conduite de leur production en bio. Voilà, donc tout ce beau monde réfléchit à la façon d'accompagner. Peut-être, voilà, il manque quand même des financeurs des exploitations agricoles. Alors, les banques, mais il y a aussi les fournisseurs, il y a aussi les filières coopératives, les filières que j'ai mentionnées, donc les coopératives qui peuvent parfois aussi octroyer des courts termes pour faciliter les besoins en fonds de roulement. Voilà, et tous ces intervenants sont invités en comité régional installation-transmission à l'échelle régionale, donc une fois au minimum par an, pour parler de la définition des politiques publiques et du suivi de ces politiques. Et actuellement, donc, on est dans une année un peu particulière avec le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et pour le renouvellement des générations en agriculture. Ce qui fait que, voilà, c'est le sujet du jour, c'est le sujet maintenant de savoir comment cette loi va pouvoir faire évoluer l'accompagnement et être permettre une meilleure efficacité en faveur d'un nombre plus important d'installés. Puisqu'on l'a vu, chaque année, à peu près, on a 600 installés qui manquent à l'appel. Le parcours préparatoire à l'installation, pour vous le décrire en 3 temps, on a un premier moment où on a un entretien avec un animateur du point d'accueil installation. Et l'objectif, c'est d'orienter le porteur de projet vers des partenaires qui vont aider à la définition du projet. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de besoins. Et chaque année, on est à peu près à 1350 contacts. Et l'ensemble des partenaires sont conventionnés avec un engagement mutuel d'orienter le porteur de projet vers le PAI, et à l'inverse, le PAI s'engage à orienter par la suite les porteurs de projet vers les partenaires. Là, on retrouve le syndicat jeunes agriculteurs dans chaque département, ainsi que l'ADASEA pour ce qui est le département de la Marne. L'étape suivante, c'est de définir un plan de professionnalisation personnalisé, adapté à chacun pour la question de la compétence en lien avec le projet. Et donc, ça, on va dire que c'est un plan de formation. Et du coup, on est avec à peu près 650 personnes chaque année. Et donc, on a l'ADASEA, les chambres d'agriculture, et aussi certains CFPPA. Et c'est Bio en Grand Est. Alors, qu'est-ce qu'il faut je termine juste pour après compléter. Stage de formation de 21 heures, c'est la 3e étape. Et là, on retrouve à peu près 600 personnes. Donc, vous voyez, on a chaque année 1100 nouveaux installés inscrits nouvellement à la MSA. Et bien, en fait, le parcours qui prépare à l'installation ne concerne au final
que globalement 600 personnes, la moitié. Voilà, et l'intérêt, c'est de aider le stagiaire à positionner son projet dans son environnement au sens large, hein, environnement naturel bien sûr, mais surtout économique, relationnel, heu, au niveau, sa place dans les filières et également on peut dire, relationnel avec, les voisins agriculteurs et les voisins non agriculteurs. Du coup, il y avait une question. Oui, Claire, de la SAFER alors je Oui, sais pas si Claire, au oui, micro, ça peut être sympa aussi. heu, oui, on va pas l'oublier, ce sera dans les outils en troisième partie de cette, enfin, Ah su diapo. C'était Oui, je pensé à peux la parler si SAFER. vous voulez. Oui, c'est Oui, ça. bonjour Claire, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Faut pas oublier pour le portage du foncier la convention qui existe avec la région, Oui, d'accord, qui nous heu, permet mmh, de faire du portage pendant 2 ans, le temps de trouver une solution pérenne à l'exploitant qui s'installe. Mmh. d'accord. Hein, je pense que Charles, tu as la Je diapositive l'avais sous vu la dans la main. diapo effectivement, je sais pas si C'est dans les on outils. va suivre, le flux, mais effectivement, oui. Mmh. OK, OK, bah, je bah peux alors si j'arrive en avance, tant pis. non, non, mais c'est Désolé. bien, il fallait le dire aussi. Donc on y pensera quand on y sera. Du coup, on en est où? Donc 3 étapes aujourd'hui qui existent, hein, et Ah pour oui, pardon. aboutir à quoi? Ce parcours, en fait, c'est la condition pour bénéficier des aides de la région, hein. Mais par contre, bien sûr, d'autres personnes peuvent en bénéficier, hein, il est ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge et il est gratuit, parce qu'il est financé par, les finances, nationales avec, la région qui intervient sur ce parcours, avec, l'aide, également, de l'État. Voilà, Ouais. donc l'étape d'après, c'est donc l'aboutissement. En fait, bon, on a un projet d'installation. Alors le projet d'installation, il ne se fait pas pour, avoir les aides, hein, c'est pas la question. C'est un projet professionnel, il est élaboré, de manière réfléchie et approfondie. Il est censé être viable, hein, bien sûr, c'est important d'avoir, de pouvoir se projeter, sur plusieurs années. Donc il y a un plan économique, de développement et qui conclut à la viabilité du projet, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin en fonds de roulement important. Alors c'est pas parce qu'on a un peu d'argent tout de suite qu'on peut mettre en route une production. Il faut aussi avoir les reins suffisamment solides pour tenir jusqu'au moment de la vente. La région Grand Est donc, pour les personnes de 40 ans ou moins, heu, a octroyé donc 503, aides à l'installation en 2023, voilà. Et pour les personnes qui ont plus de 40 ans, mais moins de 50, il y a également la possibilité d'avoir un soutien financier avec les mêmes conditions. C'est un engagement d'être agriculteur pendant 4 ans, avoir fait le parcours préparatoire qu'on vient de citer, avoir du coup un projet viable avec une étude économique et disposer d'un diplôme. Également, là, la question de la formation est importante à travers l'existence d'un diplôme de niveau 4 minimum dans le domaine agricole. Et voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la mission de service public, installation de la chambre. Ça marche. Voilà, cette mission de service public, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, et aussi la diffusion d'informations d'une manière générale à l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées par l'activité agricole. Le parcours à l'installation et la transmission, il pourrait se schématiser de cette façon-là, hein. Ça, c'est un schéma qui a été fait par la chambre d'agriculture Grand Est, chambre régionale, avec, d'un côté, le parcours à l'installation et en parallèle, un parcours pas forcément parallèle, en tant que tel, mais un parcours similaire. Du coup, c on voilà, il y a la phase d'émergence, une phase d'orientation, hein, on retrouve les différentes étapes que je vous ai citées tout à l'heure et tout ça, l'intérêt, c'est de dire qu'au final, au moment où un porteur de projet est prêt à s'installer, et bien, naturellement, il faut qu'il y ait, un site pour l'accueillir. Donc soit il crée ce porteur de projet va créer sa propre future exploitation, parce qu'inexistante sur le terrain, ou alors, bah, va prendre le relais de quelqu'un qui va arrêter et du coup, naturellement, bah, il faut que ce quelqu'un qui est en capacité d'arrêter, il soit aussi prêt de la même façon, hein. Il y a une question de temporalité, de timing, hem et et lorsqu'on a des cédants, eux, qui sont prêts à céder, si sur le terrain, hein, donc à l'inverse, il n'y a pas de porteur de projet pour s'installer,
eh bien, qu'est-ce qu'ils font de leur exploitation? C'est une question. D'où je fais le petit lien avec ce que la réflexion de Madame Louchet par rapport au portage. Donc, disons-le tout de suite, hein, donc, le conseil régional, effectivement, conventionné avec la SAFER Grand Est pour, dans le cas où le cédant décide de travailler avec la SAFER sur la transmission de son exploitation, mettre en suspens, je dirais, l'exploitation en attendant que le porteur de projet à l'installation soit présent sur le terrain. Bon, voilà, en gros, hein, j'ai vraiment très schématisé. Et ça, c'est super important parce que si, si on a un porteur de projet qui est prêt, mais seulement dans 2 ans, alors que l'exploitation est libre tout de suite, Mmh. bah, voilà, ça va lui passer sous le nez parce qu'on aura nécessité, je dirais, de que c'est l'exploitation, enfin les surfaces libérées soient mises en production. On ne va pas les laisser en jachère, il faut bien quelqu'un qui soit titulaire de de la mise en exploitation des terrains. Voilà. Je dirais c'est plus Oui, quand on a un projet, un candidat sur une exploitation à céder qu'on lui permet d'avoir le temps, alors qu'on a déjà un candidat tributaire, de mmh, trouver du financement et des montages financiers pour acquérir le foncier. On ne va pas acheter des exploitations si on n'a pas de solution derrière et si on n'a pas de candidat. oui, voilà, il faut une On met garantie en de place terrain. la convention quand on peut mettre en face un cédant et un repreneur. D'accord. Parce que Voilà, sinon, ça prend trop de temps. Je me effectivement. permets aussi de compléter, ça correspond à des candidats hors cadre familiaux pour le financement de la région, juste pour Mm, la parenthèse. tout à fait. Oui. Merci Stéphanie. Donc Stéphanie Cunin de la région. Et donc pour la SAFER, hein, effectivement, si on veut détailler l'outil, hein, qui est un outil nouveau et qui va répondre ponctuellement à certaines difficultés de transmission, il faut que le porteur de projet à l'installation, qui n'est pas encore prêt vraiment à dégainer, il n'a pas peut-être terminé son parcours de formation, son parcours préparatoire à l'installation, il n'a pas encore déposé sa demande d'aide à l'installation. Enfin, voilà, il a toute une série de retards par rapport à la nécessité immédiate de reprise du foncier disponible. Donc, il est identifié, il va arriver, hein, il y a quand même une garantie de bonne fin, il faut quand même que l'installation se fasse in fine. Voilà, vous l'avez souligné, il y a aussi la question du plan de financement qui doit être bouclé, hein. C'est important de pouvoir avoir l'ensemble des financeurs autour de la table et qui ne se lancent pas avec précipitation auprès de la banque à faire des emprunts à n'importe quelle condition. Et du coup, la SAFER, avec la région, hein, fait un portage, c'est-à-dire que les terrains sont quand même attribués à quelqu'un qui va les mettre en valeur pendant un certain temps, le temps que le porteur de projet soit présent enfin, concrétise son installation. Et donc la SAFER, après, oriente les terrains en question vers le nouvel actif qui arrive dans le paysage. Voilà, il y a plusieurs façons d'expliquer les choses, mais Mmh, voilà, on le rajoutera parce qu'effectivement, il me semble, il enfin, n'apparaît pas dans cette diapo. je croyais là, c'est pour ça que j'avais mis en pause le partage. Il me semblait qu'il apparaissait dans une diapo, mais je pense avoir mélangé avec un autre dispositif, Hein, Benoît, d'accord. donc Oui, et ben, on le rajoutera, en bonne et due forme. donc c'était très bien d'intervenir maintenant sur ce sujet, je vous Mmh mh. remercie. La diapo d'après, du Ouais, coup. alors ce que je te propose, comme je suis aussi un peu gardien du temps, il Mmh, reste, 10 minutes et pas mal de diapos, on va zapper le petit jeu, malheureusement, d'accord. mais c'était, pour voir un peu, c'était avoir votre retour à vous sur, les freins à l'installation et celui qui vous semblait sur lequel il fallait le plus, agir, mais malheureusement, je pense que ça va être un peu juste. Mmh, Et je te propose peut-être, oui, d'égrener un peu plus rapidement les slides? oui, bien sûr. Voilà. Alors, donc, ceci dit, la plus importante, c'est quand même celle-là. Dans mon intervention, ce que je me disais en démarrant, c'était, de vous alerter sur les difficultés et la complexité, en fait, de ce projet de transmission. Hein, quand vous avez des exploitants sur votre territoire qui arrivent, proches d'un arrêt d'activité, de départ à la retraite, et ben, ça va pas se faire en claquant des doigts, quoi. Et malheureusement, il y a des exploitants qui, du jour au lendemain, se disent: «Tiens, j'arrête», et qui veulent en 15 jours, tout soit bouclé.
eh bien, en fait, on se rend compte que c'est quand même pas possible de procéder de cette façon-là. Il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'anticipation et la MSA a mis à jour, un calendrier sur son site internet pour inciter justement à la réflexion, auprès de son public, hein, des adhérents, de la caisse MSA, c'est-à-dire quasiment, pour dire tous les agriculteurs du Grand Est. Hem Et donc là, ils disent, déjà à 10 ans de la retraite, hein, il faut anticiper et prendre le temps de la réflexion. Savoir ce qu'on veut vraiment, aller chercher de l'information pour, justement identifier tout ce qui va concerner précisément l'exploitation. Parce qu'une exploitation est différente, enfin, sont toutes différentes pour dire, hein. Il y a donc on a dit combien? 28 000 exploitations d'après la MSA et elles sont voilà, il y a 28 000 cas de figure, agricoles en Grand Est et donc chacun aura sa particularité. Il faut s'informer, rechercher, les modalités de pratique qui correspondent à son cas de figure et en fonction de ses ambitions, en fonction de son envie, de sa sensibilité, de se dire, «Bon, bah, je vais transmettre à mon voisin, donc je vais essayer de voilà, est-ce que c'est l'argent qui m'intéresse? Est-ce que ça va être, de d'assurer la continuité, la perpétuité, heu, de l'exploitation et faire en sorte que, il y ait quelqu'un qui, soit aux rênes de cette exploitation de manière autonome après moi. Voilà donc toute une série de souhaits, le lien familial, enfin, pardon, la dimension familiale, de cette transmission a aussi, une incidence, sur le plan, émotionnel et sur le plan, heu, bah, de relations de famille, hein, s'il y a des enfants, s'il y a, des frères et sœurs, qui étaient, partie prenante du capital de l'exploitation, hem, le souhait, du conjoint ou de la conjointe, savoir s'il faut aller, habiter ailleurs pour laisser la place à celui qui va succéder. Tout ça, ça s'anticipe et ça se réfléchit pour, aborder les choses de manière sereine. Voilà donc faut mettre, l'agriculteur dans une forme de marche en avant pour faire en sorte, qu'il soit partie prenante, heu, de sa propre, son propre devenir. Je veux dire, hein, voilà, il faut, Mmh. certains vont peut-être subir des choses, mais, il faut éviter que, voilà, pour un projet de transmission, je vous le disais tout à l'heure, ça arrive qu'une fois dans la carrière, il faut que ce soit le plus abouti possible et que ça corresponde réellement à ce que souhaite, l'agriculteur. Mmh. Voilà, donc il se prépare, il va trouver un repreneur, bah, s'il a envie de enfin voilà, à l'installation ou à l'agrandissement en fonction de ses souhaits et puis après il va concrétiser et tout ça réellement, pour que ça se passe super bien, on a des retours d'expérience, heu, 3 ans, c'est même trop court dans certains cas de figure et il y a l'approche fiscale également. Une exploitation, elle a un potentiel de production. Des fois, les agriculteurs, ils lèvent le pied, ils cèdent des parcelles, ils libèrent, progressivement des terres. Mais du coup, ça réduit, les capacités ou l'attractivité de la ferme. Voilà, des fois, ils arrêtent une production laitière qui sera difficilement, remise, en route, par un repreneur. Des fois, ils arrêtent d'investir complètement alors qu'il faudrait continuer à entretenir la toiture du bâtiment. Voilà, ou acheter du matériel un peu plus récent. Toute une série de choses qui peut aider à une reprise. Voilà, donc je vais pas plus loin, vous aurez, un document issu de la région Hauts-de-France qui ont fait 2 documents super, complets sur les statuts, des futurs, repreneurs au moment de la du passage de relais et également, sur les différentes étapes de réflexion à mener pour un futur cédant, de manière à l'alerter, hein, faire en sorte, qu'il soit bien conscient de l'évolution des choses et de ce qui l'attend. Parce que, c'est sûr que c'est compliqué. Bon, des fois on veut faire l'autruche et regarder les choses passer et que les choses se passent, sans qu'on, ait, voilà, c'est dommage quoi de ne pas avoir prise sur les choses, hein et de laisser les choses se faire, alors qu'on aurait, enfin, voilà, l'agriculteur doit savoir ce qu'il veut, Mmh mh. pour résumer. Alors, voilà, après les actions pour influencer la tendance. Donc rapidement là, du coup, effectivement, hein, je vais en 3 minutes, tout ça. Juste pour dire
pour dire quoi? Que la DRAF et la région Grand Est, le conseil régional Grand Est, s'implique dans un programme qui s'appelle le programme à l'accompagnement à l'installation transmission en agriculture. Et il y a, je vous ai parlé tout à l'heure, des aides à l'installation. Donc on a des crédits État, là je mentionne les montants, pour faire de l'animation, pour faire de l'aide à l'incitation à la transmission hors du cadre familial et pour le parcours préparatoire à la transmission. La région, de son côté, avec les fonds FEADER et ses fonds propres et des fonds État délégués, qui va intervenir sur des entretiens individuels à la transmission, qui va intervenir sur des diagnostics, installations et des études de marché, sur des stages de parrainage qui permettent de passage en relais, de relais et la prise aussi, la transmission de savoir. Ça, c'est important de faire en sorte que le futur repreneur sache où il met ses pieds et avoir les conseils de l'exploitant qui était en place, c'est quand même hyper utile. Également, j'ai oublié de dire, on est sur du foncier. Le foncier, c'est des propriétaires. Les propriétaires, ça peut être l'exploitant antérieur ou sa famille. Ça peut être aussi des personnes tierces. Et il est important, pour garder l'entité complète en termes foncières, que le cédant il s'implique aussi, qu'il prenne le temps d'accompagner le futur repreneur pour parler du projet avec les propriétaires. Voilà, ça aussi, c'est un rôle important et c'est une étape voilà, qui a toute son importance. La diapo d'après. Voilà, donc je vous ai parlé déjà la MSA qui envoie en fait la déclaration d'intention de cessation d'activité aux exploitants qui ont aujourd'hui 58 ans et la chambre d'agriculture qui va ensuite identifier ceux qui n'ont pas de repreneur et leur proposer un accompagnement spécifique. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui en termes d'outils. Voilà, diapo d'après. On a le point d'information de transmission à l'échelle de chaque département en Grand Est qui va proposer une écoute dans un premier temps et orienter vers des partenaires pour aider au cheminement justement, à identifier de manière spécifique toutes les étapes auxquelles l'agriculteur va avoir faire face ou prendre en main pour réussir sa transmission. Voilà. Ensuite, alors, pour identifier et mettre en relation, on a institutionnalisé un site internet géré par la Chambre d'agriculture avec des annonces. Les annonces sont des fiches non nominatives qui vont décrire l'exploitation. Et ça permet du coup à la Chambre d'agriculture, en ayant une offre, de recevoir des demandes d'installation et la Chambre d'agriculture va faire des propositions de mise en relation entre le candidat à l'installation et celui qui a une offre d'exploitation à céder. L'étape suivante, c'est un autre moyen aussi de mise en relation, là, avec objectifterre.org, également un site de rencontre, un site sur lequel les exploitants qui envisagent de céder leur ferme décrivent leur ferme et à l'inverse également là. Mais du coup là on est plus avec l'intermédiation de la chambre d'agriculture. C'est nominatif pour le coup. Voilà. Et d'autres outils, donc je vous ai parlé les bulles au milieu, là je ne vais pas les redire, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure, mais en rectangle de couleur jaune, vous avez tout ce que les autres partenaires peuvent proposer comme aide pour compléter le dispositif et avec le financement en région dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est là qu'apparaît effectivement le portage de foncier SAFER que l'on a évoqué, je ne reviens pas dessus. Oui. Voilà. Oui, c'était dans cette bulle-là. Voilà, j'avais été un peu rapide. Ok, donc je n'insiste pas là-dessus. Vous retrouverez tous ces éléments-là dans les documents qu'on vous mettra en ligne. Et pour schématiser les différents domaines d'intervention de ce que je connais, moi, de 5 structures qui interviennent, donc la Chambre régionale d'agriculture avec les autres chambres départementales, JA Grand Est avec les autres JA de département, l'Art des Arts, Terre de Liens et Bio en Grand Est. Ils interviennent sur la promotion du métier, sur l'émergence de vocations, sur l'émergence des projets,
hein, c'est 2 niveaux d'émergence, je dirais, sur, de l'accompagnement psychosocial et ça, c'est des choses qui sont importantes, qui sont pas prises en main par l'État ou par les collectivités à ce jour, mais qui, ont un poids important dans la réussite des projets. Suivant? Parce que là, je crois que je vais m'arrêter là. Mais juste, ah oui, tiens, j'ai pas pensé à parler d'un répertoire des savoir-faire paysans qui montre différentes initiatives de diversification de production peu présentes et qui permet des mises en relation avec des personnes qui deviendraient tuteurs pour aider à l'installation de nouveaux ateliers sur un territoire. D'accord. Gestion foncière, donc oui, c'était pour dire gestion foncière, bah, elle est encadrée par le code rural avec le statut du fermage. Et il y a des liens, enfin des facilités de transmission dans le cadre familial d'un bail, mais voilà, il y a aussi toutes les formes de baux qui peuvent exister, les relations entre propriétaires et fermiers qui parfois suscitent quelques difficultés. Le transfert de foncier, donc c'est par vente ou par location, donc la SAFER est un acteur important. Heu, voilà, le propriétaire se tourne vers la SAFER pour la transmission de ses biens et la SAFER fait un appel à projet, à candidature quoi, un appel à candidature auprès de repreneurs potentiels et du coup, il y a un choix qui est fait en comité technique départemental pour, retenir le projet qui convient le mieux dans cette optique, heu, d'emploi, de dynamisme de territoire, de diversité de production, heu et et de soutien économique. Mmh. Voilà, donc bah, je pense que j'ai dit l'essentiel, hein, voilà. Je vais m'en tenir à ça, pour laisser le temps, à quelques échanges si vous le voulez et puis, laisser aussi du temps, après à Émilie pour exposer le deuxième sujet. Tout à fait. Il y avait, effectivement, tu as mis, mais on pourra, on fera parvenir tout le PowerPoint. Tu avais mis aussi des pistes d'amélioration, des idées Mmh, qui sont un peu aussi en réflexion. Donc si, je pense que ça peut aussi être l'objet du partage, c'est effectivement avoir peut-être un retour, des mmh, personnes qui ont voilà. Donc assisté. effectivement Mmh. ouais. Alors justement tu soulignes, hein, qu'est-ce qui nous attend finalement? Donc là, on a un système qui est en place, qui appuie, qui accentue les choses. Qui met l'accent, voilà, sur le parcours à l'installation. Le parcours à la transmission, lui, il est similaire, je dirais, au parcours à l'installation, c'est plutôt une préparation, de la même façon, mais il est très peu encadré, voilà et il se fait de manière plus ou moins spontanée, lorsque les structures, veulent le prendre en main. Donc nous, en Grand Est, on a bien le point d'information transmission qui existe, mais c'est à l'initiative du conseil régional et de la DRAF. Et la loi d'orientation, heu, qui est en cours de discussion, heu, peut-être elle aboutira, au cours de l'été, disons, prévoit d'institutionnaliser, ce parcours préparatoire à la transmission, hein, ça lui donne une réelle, existence et enfin, je dirais, on reconnaît, que c'est une étape charnière importante pour aider au renouvellement des générations. Voilà. En plus de Merci. cela, ouais, le projet de loi prévoit aussi quelques outils complémentaires pour aider au bouclage des plans de financement, sur la question foncière notamment Mmh. et la transmission des actifs agricoles, avec des prêts garantis par l'État ou, ou également un plan de portage, mais qui n'est pas tout à fait, le même, enfin sur la question foncière et les actifs de production. Voilà, qui s'adresse plutôt à quelqu'un qui a déjà été retenu, qui est déjà prêt à s'installer, mais qui a du mal, enfin qui préférerait ne pas acheter immédiatement le foncier et du coup, voilà, ça lui donne un peu plus, d'oxygène dans son plan de financement. Mais, voilà, c'est pas pour attendre, l'arrivée d'un porteur de projet comme c'est le cas, dans ce que j'ai décrit tout à l'heure avec l'intervention du conseil régional. D'accord. Alors, est-ce que, tu proposais effectivement un petit temps d'ouverture avant de parler avec,
Ceresco qui est entré dans la salle. Est-ce que parmi voilà, les participantes, les participants, sur cette présentation de dispositifs d'installation et de transmission, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Est-ce que ça résonne avec des cas que vous constatez, vous, notamment à l'échelle des PAT? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse pour peut-être d'autres temps? Oui, Nolwenn. Oui, non, c'était du coup pour mentionner, oui, dans le cadre des PAT, il y a un travail qui est effectué avec des actions avec Terre de Liens, Beurre en Test, la Chambre d'agriculture, etc. Mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, pour lever finalement les enjeux de renouvellement des générations agricoles, on est quand même presque sur de l'accompagnement individuel, avec du coup la nécessité d'avoir une animation qui sont proposées soit par la Chambre, Beurre Grand Est, Terre de Liens. Et se pose aussi, je pense, la question du renouvellement du programme AITA pour les années à suivre. Est-ce que à ce jour, vous avez des informations à ce sujet? Bah, comme notre présentation est enregistrée, je ne vais pas m'amuser à faire des pronostics, hein, on ne sait jamais. Non, je le souhaiterais que ça puisse se prolonger tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est mon souhait personnel. Je pense que ça va évoluer, voilà. On peut penser, tout évolue là aujourd'hui, hein, dans notre monde et sur le sujet de l'installation-transmission, donc on peut s'attendre à tous les cas de figure. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mmh. Parce que pour contextualiser là, l'accompagnement, la AITA, enfin Oui. l'enveloppe s'arrête quand? Enfin, Ah, d'accord. Alors pour contextualiser, on a, dans AITA 2 sources de financement, un budget, du ministère et un budget, issu d'une taxe, liée au classement, des terres agricoles en terres, à bâtir. Donc voilà, donc globalement, c'est lorsqu'on a un changement de classification, des parcelles agricoles, il y a une taxe qui est appliquée, hein, lorsque du coup, l'usage ne devient plus agricole. C'est-à-dire, une construction, hein, concrètement, hein. Mmh mh. Pas parce que c'est passé à bâtir, que tout de suite, il y a une taxe qui s'applique. Mmh. Mais voilà, quand c'est retiré de l'activité agricole, le propriétaire voilà, il reçoit une taxe, sur ce sujet et une partie ou voire la totalité de cette taxe alimente un budget, on l'appelle la taxe JA, hein, jeune agriculteur, mais cette taxe, en partie, est allouée après au ministère de l'Agriculture pour, alimenter nos actions liées à la transmission et à l'installation. D'accord. Alors il a été annoncé, hein, clairement, le budget, il passe de 12 millions d'euros au niveau national à 25 millions d'euros en 2025. Pas cette année. Cette année, on reste à 12 millions. Ce qui fait que, heu pour 2025, on sait qu'il y a des fonds. Voilà. Et D'accord. de toute façon, cette taxe, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain, donc il y aura toujours à orienter heu, les recettes de cette taxe vers, le monde agricole dans la dimension installation-transmission. Merci Benoît. Est-ce que parmi la quinzaine de participants, il y a d'autres réactions, d'autres questions que celle de Nolwenn? Non? Nous, c'est vrai que sur les sujets, installation, transmission, la question du foncier était revenue, plusieurs fois, Benoît, enfin parmi les visites et les sujets d'enjeu. Je sais pas, je demanderai peut-être à la SAFER qui est présente s'il y a une opportunité ou pas d'approfondir et de faire un temps plus spécifique sur la question, foncière, avec les PAT. Mais bon, si les personnes présentes,
issus des PAT, ils voient, La fichent. difficulté Mmh. du foncier des PAT, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas de boule de cristal pour savoir sur quelle exploitation j'irai intervenir pour faire en sorte qu'on arrive à trouver un repreneur hors quête Mmh. familiale qui puisse répondre aux besoins du PAT pour lequel on peut lui fournir et lui garantir de la filière. Parce que c'est ça le problème, c'est pas le tout d'installer quelqu'un, c'est que derrière ce qu'ils produisent, ils puissent le vendre, sachant qu'une installation, c'est quand même la création ou le maintien d'une activité économique d'une entreprise. Mmh. C'est une entreprise, une exploitation agricole. Il ne faut Mmh. pas oublier cette dimension-là. Et on ne va pas installer quelqu'un qui a une idée, on va dire, utopique de ce qu'est reprendre une activité agricole, d'autant plus si c'est quelqu'un qui vient hors cadre familial euh, et qui va se planter au bout de 2 ans parce que bah, il sait pas faire, il comprend pas, il n'a pas compris le travail que ça pouvait représenter, l'investissement que ça pouvait représenter. C'est toute la difficulté d'arriver à faire le lien. Et comme le disait Monsieur Vigreux tout à l'heure, c'est aussi un aspect très psychologique entre celui qui va laisser son exploitation, s'il voit que le gars en face de lui tient pas la route, ça risque de pas bien se passer Mmh. et il risque de pas les lâcher comme ça, ces terres. Donc ces liens, c'est vrai que c'est aussi très important de pouvoir que les exploitants qui doivent arrêter le fassent suffisamment en amont, sachant que suffisamment en amont, il y a tous les voisins qui lui tournent autour, hein. Mmh. 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 Tout à fait. Et pour arriver à dire, ah bah non, c'est dédié, ou qu'ils prennent la décision de dire, bah non, je veux installer absolument quelqu'un, comme ci, comme ça, il va ramer, hein. Oui, oui, non, pour, expliciter peut-être, c'est nous, sur un certain nombre de temps, il y a des territoires qui ont mis en place ou qui accompagnent des espaces tests agricoles où Mm. effectivement il y a Il faut de l'accompagnement, hein. voilà, il y a de l'accompagnement, il y a des hors cadres familiaux qui cherchent à s'installer et c'est au moment du passage de l'espace test agricole à l'acquisition du foncier où parfois ça peut bloquer, quand bien même, voilà, la volonté, la motivation, le modèle économique serait là. Heu, bah, il peut y avoir des fois des freins. Donc c'était plutôt là-dessus que j'envisageais, voilà, on se questionnait sur l'opportunité peut-être de Ben, je dirais que d'échanger. Mmh. tant qu'on n'aura pas d'exemple à mettre en face, on va parler dans le vent, quoi. Mmh. C'est un peu dommage parce qu'on se rend compte, nous, de toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et tant qu'on n'a pas eu un cas concret pour dire, bah, voilà comment ça s'est passé, pour que ce soit un exemple à donner pour les gens qui veulent entamer ce parcours-là, c'est un peu délicat quand même. On peut parler de tout ce qu'on veut, tant qu'on n'aura pas d'exemple à mettre en face. Et toute la difficulté qu'on a, et ça fait partie des choses qu'on avait évoquées lors de la dernière réunion avec Terre de Liens, c'est que aujourd'hui, les PAT ou les collectivités, par rapport à leurs engagements vis-à-vis d'un PAT, ils veulent avoir des garanties sur la livraison, la production d'un certain nombre de choses. Or, on va dire qu'on n'est pas non plus dans une région où on peut produire sur commande avec les conditions climatiques qu'on peut avoir. Ça veut dire que l'exploitant ne pourra pas s'engager à produire une certaine quantité. Euh, comment on fait et comment lui, il peut garantir la viabilité de son exploitation si à un moment donné, on lui dit, bah, attendez, vous ne pouvez pas nous fournir ça, on ne vous prend Mmh. pas comme fournisseur. C'est un peu le chien qui se mord la queue, mais c'est la réalité et il faut en tenir compte quand on veut monter des filières de manière à peut-être avoir plusieurs producteurs ou pour qu'il y ait à un moment donné, il y ait un relais et puis aussi une certaine éducation à faire au niveau de, alors je parle de les cantines collectives par rapport aux collectivités, mais faut pas vouloir manger des trucs qui sont pas de saison et qui sont pas locaux, quoi. Mmh. Il y a toute une éducation à faire, hein. Oui, tout à fait. Enfin, ça, c'est vraiment, je vais pas revenir dessus parce que c'est vraiment le gros travail, sur tout ce qui est restauration collective, Mm. qui est mené par beaucoup des personnes qui sont connectées. Heu, voilà, bah, écoutez, ce que je vous propose, moi, si jamais vous souhaitez qu'on en échange, madame Louchès,
je note votre contact, voilà, pour que Non, mais à un moment donné, je voilà. crois que par rapport à ça, surtout vis-à-vis du PAT, parce que je Mmh, participe à pas mal de réunions, mmh, c'est qu'il faut peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on est capable de produire, qui est capable de produire, et faire un état des lieux, mmh, des possibilités et des filières qui existent. mmh, Tant qu'on n'aura pas fait cet état des lieux, ce sera difficile de dire on peut faire ça ou on peut proposer ça. Et on peut proposer ça à quelqu'un qui veut s'installer et qui veut faire ça, mais avec une fiabilité pour le maintien de son exploitation. Pour la pérennité de son exploitation, parce que ça mmh, peut pas être des coûts one shot en disant bah c'est pas grave, l'année prochaine on fera autre chose. L'agriculture, c'est pas comme ça que ça se raisonne. mmh, mmh, Bon, mmh. voilà, bon, c'est tout, c'est mon avis. Non, non, mais je pense qu'il est partagé en partie. Bah, écoutez, s'il y a pas d'autres réactions que, dans le chat et ailleurs, comme je vois les personnes de Ceresco qui se connectent et qu'on a rajouté un petit temps bonus à cette visio, je veux pas, les faire patienter trop longtemps. Donc je remercie en tout cas toutes celles et tous ceux là qui étaient venus, pour la partie vraiment sur, l'installation transmission. Encore merci à Benoît pour, la présentation.